Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être rendus disponibles pour notre événement de ce soir. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour discuter de l'évolution des projets d'infrastructures numériques portés par les acteurs publics dans un contexte de post-plan France très haut débit. Donc, depuis son lancement en 2013, le Plan France THD a permis une transformation majeure de l'aménagement numérique du territoire, notamment en zone rurale. Il s'agissait d'un plan ambitieux dont l'objectif était notamment de garantir l'accès au très haut débit en fibre optique aux foyers français et aux entreprises. Il a permis notamment une implication forte des collectivités à travers des projets d'initiatives publiques, aussi connus sous le nom de RIP, et qui avaient pour mission notamment ce déploiement, réalisé notamment sous forme de délégation de services publics en concession ou à fermage. Donc pour revenir sur ce que ça a permis de faire, donc en 10 ans, cela a permis de raccorder des millions de foyers et d'entreprises à la fibre optique, grâce à un effort massif de déploiement dans lequel l'État, les collectivités et les opérateurs privés ont chacun joué un rôle essentiel. Donc en 2024, par exemple, 90% des foyers étaient raccordables. Au 31 décembre 2024, le nombre de locaux couverts en FTTH, donc Fiber to the Home, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas un expert du domaine, a atteint 40,6 millions de locaux, contre 7,6 millions en 2016. Le nombre d'abonnements FTTH a atteint ainsi 24,4 millions à la fin du quatrième trimestre 2024, ce qui représente 75% du nombre total d'abonnements Internet et 60% du nombre total de locaux couverts en fibre optique. La fin du réseau cuivre devrait s'étirer en théorie jusqu'en 2030. Donc la fibre optique vise à remplacer le réseau cuivre qui alimentait jusqu'alors les foyers en Internet. Ce plan a permis de réduire donc, significativement la fracture numérique territoriale et a donné naissance à un écosystème riche de RIP, donc réseau d'initiatives publiques, comme Sandra l'a dit tout à l'heure, dont beaucoup sont aujourd'hui en phase d'exploitation. Donc c'est des marchés qui ont été passés il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont donc en phase d'exploitation. Mais alors que ce grand chantier de déploiement touche à sa fin et que la question du renouvellement de ces contrats publics se pose aujourd'hui, on voit également les usages numériques évoluer, ce qui fait naître de nouveaux besoins, à la fois dans les territoires, mais aussi dans les entreprises. Et ces nouveaux besoins sont souvent plus complexes. Donc on peut citer des besoins de connectivité intelligente pour les bâtiments et les territoires, les réseaux IoT, on y reviendra, les infrastructures 5G privées dans les zones industrielles, ou encore les data centers de proximité. Et ce n'est pour citer que quelques exemples, mais on y reviendra tout au long de nos échanges. Et donc ces nouveaux besoins appellent des infrastructures multi-technologies, hybrides, agiles et interconnectées, qui s'éloignent du modèle unique de développement de fibres tel qu'on l'a connu auparavant. Et dans ce paysage renouvelé, les acteurs publics n'ont plus uniquement un rôle d'aménageur, mais deviennent également facilitateurs, coordinateurs, voire parfois opérateurs de services numériques. Donc ça nous a permis d'introduire un petit peu le sujet, de vous expliquer le contexte. Aujourd'hui, on est accompagné par 4 experts et on va tenter de répondre à de nombreuses questions. Notamment, cela soulève donc quel modèle économique pour ces nouveaux projets, quel montage contractuel entre le public et le privé, donc que ce soit des montages de concessions, de contrats mixtes, de régie ou autres, que ce soit sur les contrats historiques existants, mais aussi les nouveaux contrats quand ils vont arriver à échéance. Quel partage de risques et de revenus dans ce contexte concurrentiel lié à ce secteur des télécoms. Et donc effectivement, on va répondre à toutes ces questions ce soir
grâce à nos 4 experts qui sont ici présents et que je vais laisser l'opportunité de se présenter l'un après l'autre. Donc je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Et après, on pourra se donner la balle au fur et à mesure. Bonsoir à tous. Donc, Marie Lamoureux, moi je suis directrice de la BU Infra d'Axione. Donc Axione, c'est un opérateur d'infrastructure FTTH, donc Fiber to the Home. Donc je m'occupe de toutes les sociétés de projet qui gèrent les délégations de services publics FTTH notamment. David Elfassi, vice-président du groupe Altitude. Le groupe Altitude est un opérateur indépendant qui fait exclusivement du wholesale. Donc dans notre jargon, le wholesale, c'est qu'on ne vend pas directement aux clients finaux, mais on vend aux opérateurs de services, que ce soit dans le grand public ou dans les entreprises. On a essentiellement... on va dire 2 filiales qui s'occupent des réseaux d'initiative publique sur lesquels on va revenir sur la partie FTTH sous le nom d'Altitude Infra, que j'ai présidé pendant près de 15 ans. Une autre marque qui s'appelle Covage, qui fait des réseaux d'initiative publique, mais plutôt à destination des opérateurs de services entreprises. Et on y reviendra aussi maintenant des filiales qui se dirigent très nettement vers... les nouveaux usages et notamment l'IoT. Voilà. On reviendra après sur le nombre de prises déployées, etc. Bonjour à tous. Donc, je suis Audrey Morel, je suis avocate associée au cabinet Inno Avocat et j'accompagne les collectivités, enfin les acteurs publics en général et les opérateurs privés dans leurs projets d'infrastructure, mais plus particulièrement dans les projets d'aménagement numérique et ce qu'on appelle aujourd'hui les projets territoires durables et connectés qui mélangent différentes technologies pour les besoins de transition écologique notamment. Et Emmanuel Passy, moi je suis de la Caisse des dépôts, directeur d'investissement en charge de projets d'infrastructure. Je vous expliquerai tout à l'heure comment la Caisse des dépôts est intervenue de façon très massive sur ce sujet des réseaux d'initiative publique. Merci à tous les 4. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation, à cette conférence. On va commencer avec la première question qui va s'adresser à David Elfassi. Donc, on va essayer de revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'un RIP. Alors, on en a, Sandra et moi l'avons dit en introduction, on a dit réseau d'initiative publique. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Quelle est là où les technologies, quelles sont du coup là où les technologies derrière ? Voilà. Ça dépend en fait des générations et des moments de l'histoire. On a eu un moment de l'histoire où on a souhaité du 2 mégabits pour tous les usagers. Ensuite est arrivé... le DSL et l'arrivée d'opérateurs comme Free qui souhaitaient faire ce qu'on a appelé dans notre jargon du dégroupage longtemps. Donc on a fait du dégroupage au travers de réseaux d'initiative publique. On a fait des réseaux à destination des entreprises parce que pendant longtemps, pour avoir accès à la fibre optique, c'était exorbitant en termes de prix avec le seul opérateur qui en proposait, en l'occurrence, c'était France Télécom à l'époque, qui est devenu Orange. Donc des collectivités se sont lancées pour construire des réseaux d'initiative publique à destination des opérateurs B2B. Et on pourrait aller comme ça très longtemps dans les technologies. Mais moi, ce dont je peux parler, le domaine où on est le plus investi, on va dire, c'est sur la partie soit B2B, soit FTTH. Et en fait, ça part... il y aurait des discussions entre différents gouvernements, mais si je dois rendre à César ce qui est à César, on va dire qu'en décembre 2010... sous le gouvernement Sarkozy, a été décidé en fait de laisser aux collectivités la possibilité d'avoir la compétence télécom sur leur territoire. Et de là, sous le gouvernement suivant, sous François Hollande, est né un peu le plan France Très Haut Débit où l'État s'est dit j'ai à l'époque plus de 40 millions de foyers à couvrir. On ne va pas pouvoir tout financer, donc il faut essayer de trouver un modèle intelligent entre les opérateurs. Donc ils ont dit... La base, c'est qu'à partir du moment où on est opérateur d'infrastructure, si on est en concurrence, c'est compliqué d'investir beaucoup. Donc ils ont dit la seule zone de concurrence autorisée en France, ce sont les villes hyper denses, typiquement Paris.
il y a 36 000 communes en France, c'est 148 villes, je crois, ce qu'on appelle la ZTD dans le jargon, la zone très dense. Ensuite, il y avait la zone qu'on a appelée la zone AMI. Pour faire simple, ça correspond à toutes les préfectures de France, sauf la Manche. Il y avait quand même quelques villages gaulois à l'époque. Mais bon, c'est grosso modo toutes les préfectures de France que Orange et SFR ont préempté en disant on va les déployer sur fonds privés. Et contre ça, ils ont demandé une exclusivité d'infra sur leur territoire. Et enfin, la dernière zone à couvrir, la zone moins dense, qui représentait environ 18 millions de foyers, la zone d'initiative publique, où les collectivités ont décidé de lancer des appels d'offres pour que des opérateurs tels que Axione, Altitude Infra, Orange lui-même, SFR, etc. répondent. Et à ce moment-là, il pouvait y avoir une partie de participation publique. Donc l'État avait fléché 3 milliards d'euros en subvention à destination des collectivités locales. Et les collectivités locales, sur leur propre budget, mettaient aussi des subventions. Mais en fait, ces subventions visaient à couvrir en fait, le décalage de coûts de construction pour que derrière, on puisse avoir un tarif péréqué et que l'on habite à Paris, dans une ville de préfecture ou au fin fond de la Lozère, qu'on achète Internet au même prix. C'était le but du plan. Donc, on avait différents projets. Pour faire simple, quand les projets ont démarré, on était capable de mobiliser 400 € d'argent privé. Et donc, toute prise qui coûtait au-dessus de 400 €, c'était de la subvention. Et puis, les années passant, avec l'aide de fonds d'investissement, notamment tels que la Banque des Territoires, on a pu monopoliser jusqu'à 1 200 € par prise d'argent privé. Et donc, on ne demandait que la partie supérieure à cette somme en subvention sur les projets. Voilà. Et donc, un réseau d'initiatives publiques, en définitive, on n'a un peu rien inventé. Ce sont des concessions. Donc, je pense que vous connaissez toutes et tous le principe des concessions, que ce soit dans les autoroutes, les prisons, les aéroports, les piscines, et j'en passe. Sauf que là, on est dans les télécoms. Donc, on est un acteur qui construit un réseau, exploite le réseau, le commercialise et qui est censé équilibrer son exploitation sur les revenus et qui est neutre neutre technologiquement avec une seule et unique technologie et neutre en tarif qui vend à tous les opérateurs exactement au même prix un lien en tout point du territoire. Donc voilà un peu les RIP télécom à la française et donc comme je vous l'ai dit, il y en a eu dans le DSL, dans la fibre, entreprise, etc. etc. Merci. Et quelles sont selon vous les grandes tendances technologiques dans les projets numériques publics post justement plan THD ? Est-ce que c'est la 5G privée ? On a parlé d'IoT en introduction. Alors en fait, c'est pas tellement post-réseau 2G. On a tendance à les appeler les RIP 1G, c'est-à-dire les RIP entreprises et dégroupage, les RIP 2G FTTH et les RIP 3G, on va dire les RIP avec de l'IoT, etc. Mais si vous regardez bien, c'est les RIP après la fin d'un premier RIP. En fait, un premier RIP se termine, c'est une concession, donc on arrive au bout de la concession et donc il faut la renouveler. Et forcément, la collectivité, pour rendre son projet le plus attractif possible, demande un maximum de services à l'heure actuelle. Donc on va y revenir un peu plus tard sur le type de services qui peuvent être dedans, mais en ce moment, ce sont surtout des RIP de première génération qui ont embarqué le dégroupage DSL et le fibrage des zones d'activité, etc., qui sont renouvelés. Et en général, les collectivités demandent de continuer l'activité de distribution de fibre optique à destination des opérateurs entreprises, demandent en général d'arrêter le DSL dégroupé parce que on arrive à l'extinction du cuivre, donc la technologie DSL est en fin de vie, et demandent de nouveaux usages sur lesquels on va débattre un petit peu plus tard autour des usages pour rendre les territoires un peu plus, je déteste ce mot, mais un peu plus intelligents ou clairvoyants, ou de mieux maîtriser les données de leur territoire pour prendre de bonnes décisions. Oui, on peut dire smart, clever, tout ce qu'on veut. Voilà. Mais en attendant, voilà, il y a un peu de divergence selon les territoires, mais en tout cas, le but de ces RIP reste d'avoir un service neutre à destination ou des opérateurs entreprises ou des collectivités locales qui permet d'avoir un service aussi un peu décalé par rapport à ce que peuvent proposer de temps en temps des opérateurs de services en zone privée à des tarifs un peu exorbitants qui ne peuvent pas convenir à toutes les entreprises. D'accord, merci beaucoup.
Donc, je vais me tourner maintenant du côté de Marie Lamoureux. Peut-être que vous pouvez nous préciser un petit peu quels sont les modèles économiques traditionnels derrière ce type d'infrastructure, donc, et notamment les spécificités liées à la fibre, aux télécoms, par rapport à d'autres projets qu'on a en Project Finance, essayer de comprendre un petit peu quels sont les revenus. Alors, David Elfassi a parlé de prix à la prise. On a parlé aussi de subventions, donc c'est des projets qui étaient subventionnés. Et essayer de comprendre aussi la structure des OPEX, donc des coûts d'exploitation, pour mieux appréhender le modèle économique d'un projet en RIP. Et tout ça en 5 minutes. Exactement. Bon, alors déjà, autour de la table, là, les 4, ça fait 15 ans qu'on se connaît, qu'on est dans les télécoms. Donc forcément, on va dire des trucs... je pense qu'on va vous perdre un peu. Donc c'est vraiment si vous ne comprenez pas des acronymes... Si vous comprenez pas des acronymes, n'hésitez pas, parce que nous, on est trop habitués. On a l'impression que RIP, FTTH, tout le monde comprend, par exemple. Donc voilà. Donc ce qu'a dit David, c'est important pour refaire l'histoire de ce qui s'est passé dans les télécoms, puisqu'historiquement, quand même, on n'avait que des acteurs, Orange, qui déployaient un réseau. Sur le FTTH, on s'est rendu compte que Orange n'était pas prêt à aller partout. Donc là, l'État a pris une décision quand même très forte avec le régulateur de se dire bon, ok, on va aller chercher en fait d'autres modèles, des modèles concessifs. Alors il y en avait déjà eu par le passé sur le DSL, etc. Mais là, on rentrait quand même dans un projet beaucoup plus important. Et c'est comme ça que des sociétés comme Axione ou Altitude, ce qui à l'époque était en Europe complètement dingue. Il n'y a aucun autre pays qui faisait ça à l'époque. Il n'y avait que des grands opérateurs télécoms qui investissaient dans ces réseaux. Et nous, qui n'investissaient pas justement, c'était bien le problème. Et nous, en fait, nos sociétés ont eu cette chance de pouvoir participer à ces appels d'offres avec des propositions compétitive, et on a pu pénétrer ce marché avec des projets en plus très différents de ce que pouvaient proposer les opérateurs historiques, puisque nous, Altitude et Axione, on fait du financement de projet. Donc pour chaque projet, on monte une société et on cherche vraiment l'équilibre à chaque fois à l'intérieur de cette société, ce qui n'est pas forcément le cas d'un opérateur comme Orange ou SFR qui va plutôt généralement penser global. Donc nous, en fait, on a vraiment la nécessité, avec nos actionnaires qui a longtemps été la Caisse des dépôts et consignations, qui a été actionnaire de nos deux sociétés, historiquement, peut-être encore un peu chez toi, un peu chez moi, et nos autres actionnaires privés. On est obligé de connaître parfaitement tous nos coûts, nos revenus, et détailler société par société pour pouvoir les projeter le mieux possible dans nos business plans. Donc les coûts, David a parlé des CAPEX tout à l'heure, forcément on est sur de l'infrastructure, donc le CAPEX initial pour un réseau FTTH, il est très très important, il est, on l'a dit tout à l'heure, entre on va dire 500 et 1200, 1300 euros par prise en fonction des zones. Donc sur ces CAPEX initiaux, on a eu une subvention ou pas, en fonction des appels d'offres et de la maturité du marché, mais en gros, on a quand même eu des subventions pour couvrir une partie de ces coûts. Donc, on a ce CAPEX initial, et après, on a les OPEX qui sont une partie, un pourcentage entre 1-2% des CAPEX, donc quand même beaucoup plus comme dans toutes les infrastructures de réseau. Et là, effectivement, sur ces OPEX, on a deux catégories. On a les OPEX qui viennent des droits d'usage qu'on paye à l'opérateur historique, aux collectivités, pour pouvoir utiliser le réseau d'infrastructures de génie civil qui nous permet de déployer la fibre optique. Et on a les OPEX qui sont liés à nos coûts, à nous, d'exploitation, intervenir sur le réseau quand il y a une panne, quand il y a une tempête, d'aller
dénoyer toutes nos infrastructures, etc. Enfin, voilà, donc on a ces coûts, ces OPEX d'exploitation aussi à prendre en compte. Tout ça, ça nous donne un OPEX mensuel. Et après, on a nos revenus. Donc sur les revenus, l'intérêt qu'on a de notre côté, c'est qu'on a des revenus très prévisibles. Donc c'est ça aussi qui attire nos investisseurs. Donc sur les revenus, en fait, ils sont principalement liés à la commercialisation des opérateurs commerciaux, donc ceux que vous connaissez, les SFR, les Free, etc., qui ont tous signé des contrats avec nous pour pouvoir commercialiser sur nos réseaux. Donc nous, Axione comme Altitude, on ne fait pas de vente à l'utilisateur final. Donc on passe toujours par un opérateur commercial qui doit venir installer ses équipements sur le réseau et derrière pouvoir commercialiser. Et donc aujourd'hui, nos revenus, ils sont régulés par l'autorité de régulation des télécoms, l'ARCEP, qui regarde ce qui se passe quand même au niveau des... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sinon je vais vous perdre. Et ils sont aussi transcrits dans des contrats de très long terme qu'on a avec ces opérateurs commerciaux. Et ça, c'est un peu la nouveauté de la fibre optique en France, c'est qu'on a conclu des contrats de cofinancement. Donc qui permettent aussi d'apporter davantage de prévisibilité au marché. Donc historiquement, dans les télécoms, on avait plutôt des modèles de location. Orange vendait du dégroupage à Free, SFR, etc. Mais c'était un modèle finalement d'OPEX mensuel. Et là, en fait, dans la fibre optique, on rentre avec les opérateurs commerciaux dans un modèle de cofinancement, donc où ils nous payent un upfront qui nous permet finalement dans nos sociétés de faire rentrer du cash pour financer le début de vie de la société, on va dire. Et après, ils nous payent un récurrent qui permet derrière de recouvrer nos coûts dont je parlais tout à l'heure, les OPEX d'utilisation du réseau d'Orange et les OPEX liés à notre exploitation. Donc en fait, on a quand même des revenus aujourd'hui qui sont très sécurisés. Le gros de l'incertitude qui reste sur les revenus, c'est le remplissage du réseau. Puisque évidemment, dans tous les business plans, on a des hypothèses de remplissage des réseaux, en particulier dans des infrastructures avec des économies d'échelle très importantes. Et donc c'est vraiment ça en fait qui reste un des risques liés à notre business. Et c'est pour ça aussi qu'on est très pressé de fermer l'infrastructure cuivre pour pouvoir faire migrer le plus rapidement possible un maximum de personnes sur les réseaux fibres. J'avais peut-être une question en complément. Donc, je comprends que les revenus sont régulés, en fait. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Après, les OPEX, souvent, c'est sûrement difficile de négocier, de trouver de la marge sur les OPEX également. Donc comment on gagne un marché, un appel d'offres où sont les marges de manœuvre dans le business plan pour réduire ensuite la subvention, parce que souvent c'est ce qui permet c'est ce qui a le plus de coefficient d'évaluation souvent dans les appels d'offres. Quelle est la marge de manœuvre un peu financière pour gagner les appels d'offres? Alors peut-être que je peux m'adresser la question à quelqu'un d'autre. Mais... De toute façon, en plus les appels d'offres FTTH, ils sont derrière nous, donc on peut... en fait, sur les tarifs sont régulés, donc effectivement, en tout cas quand on a répondu aux appels d'offres, on a estimé qu'on n'avait pas de marge de manœuvre, on a tous mis les mêmes tarifs, puisqu'on a pris le modèle régulé. Après, il y a eu les OPEX, mais en fait, ça s'est plutôt joué, je pense, sur, en tout cas dans les délégations de services publics, plutôt sur les CAPEX initiaux, combien on était prêt à mettre, nous, acteurs privés, quelle proportion à payer du privé et quel niveau de subvention on demandait à la personne publique. Je ne sais pas si le match il s'est fait sur les OPEX tant que ça. Et aujourd'hui, quand même,
on essaye de bouger un peu les lignes en disant aux régulateurs, en fait, nos OPEX, ils sont quand même très importants dans la campagne. Parce que le mec qui se déplace pour aller réparer le réseau, en fait, il va mettre 3 fois plus de temps que celui qui se déplace à Nantes ou à Rennes. Et en fait, souvent, la maintenance, c'est du temps. Donc, plus on met de temps dans un déplacement, plus ça coûte cher. Plus on a de poteaux et pas de réseau enfoui, plus on a de nacelles à utiliser, etc. Donc, tout ça, c'est des coûts supplémentaires. Donc, on démontre plutôt que le modèle dans les zones rurales mériterait d'avoir des tarifs un petit peu plus élevés que ceux qu'on a utilisés pour faire les appels d'offres initiaux. Voilà. En complément, ce que je pourrais ajouter, c'est que il y a certains bureaux d'études dans la salle. Assez souvent, il y a des critères techniques, des critères financiers, etc. J'ai envie de dire que même si on vous dit que le critère financier il pèse que 30%, il est nécessaire mais pas suffisant. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir la meilleure vanne publique sur le projet. À partir de là, on commence à regarder vos notes techniques. Enfin, je pense c'est une vision qui se répète quand même assez souvent. Et donc, par le passé, sur les projets FTTH, en définitive, déjà, celui qui avait le meilleur prix de travaux pour construire l'ensemble des prises, qui avait mieux étudié le terrain, mieux signé des partenariats avec des constructeurs, etc., il avait une bonne chance de passer. L'élément complémentaire que l'on a fait, et d'ailleurs qui a été une nouveauté, on l'a fait avec un BT piste autoroutier qui était NGE et avec la Caisse des dépôts également, ça a été de faire du financement de projet. Donc à partir de là, on a fait rentrer des fonds d'infrastructure, on a leveragé un maximum le projet, fait beaucoup appel à la dette et surtout démontrer qu'on était sur un projet monopolistique où on n'aurait que 4 clients, Free, Orange, Bouygues, SFR. Sur le modèle économique des OPEX et des revenus, on répondait tous à peu près la même chose parce qu'il y avait un modèle qui était fixé par le régulateur et qui fixait les tarifs. Donc on a tous pris le modèle du régulateur. Et donc en fait, la différence se faisait à la fin des fins à celui qui demandait le moins de subventions sur le projet dans une garantie de planning donnée. Pour les OPEX, on était tous à peu près au même niveau. On s'est tous appuyés sur le régulateur. Bon, et à l'heure actuelle, on essaye d'expliquer au régulateur que c'était un modèle théorique. Maintenant, on a des données de la vraie vie et qu'il faut les mettre dans le modèle pour voir ce que ça donne. Mais vraiment, je pense que c'était le niveau dessus. Merci beaucoup à tous. Emmanuel, je me permets de me tourner vers vous. Donc on a commencé à aborder justement les différents modèles économiques traditionnels. J'aimerais vous interroger sur justement Marie, on a un petit peu parlé déjà sur les principaux risques de ces modèles et sur les différents acteurs de la chaîne de valeur et de la filière. Oui, alors merci. Tout d'abord, un petit élément de contexte aussi de l'institution Caisse des dépôts, parce que le sujet du très haut débit, le sujet des réseaux d'initiative publique, pour nous est assez exemplaire de projets publics-privés qui ont fonctionné, qui ont atteint leurs objectifs, qui ont mobilisé des financements dans un cadre cohérent et qui ont permis d'atteindre les objectifs fixés, c'est-à-dire une couverture maximale du territoire en fibre optique, avec des contraintes qui paraissent aujourd'hui faciles, mais qui ne sont pas simples. David a évoqué la péréquation tarifaire sur l'ensemble du territoire. C'est loin d'être simple d'arriver à ce résultat-là avec la configuration du territoire qu'on a en France et la typologie des opérateurs et la concurrence qui est associée. Donc il y a beaucoup de choses qui apparaissent naturelles, et ça apparaît naturel que chacun paye la fibre optique le même tarif, mais c'est loin d'être quelque chose de complètement intuitif et de complètement facile à réaliser. La mobilisation des collectivités territoriales, qui nous est pour la Caisse des dépôts très chère et qui est importante, c'est une politique publique territoriale qui a fonctionné, où chacun a apporté sa compétence, ses financements, la façon de mobiliser le territoire, et les acteurs que vous avez ici, Action et Altitude, ont été ceux qui ont permis la concrétisation de ces projets.
Après, dans l'introduction, il était dit c'est derrière nous. Je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. Ce n'est pas complètement derrière nous. Il y a encore quelques enjeux. L'enjeu de la couverture à 100%, l'enjeu de l'arrêt du cuivre, l'enjeu de la pérennisation du modèle économique de l'ensemble de ces RIP. Tout ça, c'est des choses qui sont encore un petit peu devant nous. On a un plan qui a été exemplaire, qui a permis en moins de 10 ans de développer une infrastructure qui va dans chaque foyer sur tout le territoire de la France. C'est quand même assez exceptionnel. Il y a forcément des petits ajustements, des petites corrections à réaliser. Et tout ça est encore un petit peu devant nous, même si c'est maîtrisé. Sinon, sur l'ensemble des risques, effectivement, c'est des projets d'infrastructure. Et je dirais que les risques, ils ont évolué aussi au fur et à mesure du déploiement de ces projets. Quand on a commencé dans les années 2009-2010, comme tu le disais, David, il y avait des risques en termes d'ingénierie, des risques en termes de régulation, avant que le tarif se stabilise, que les droits d'usage long terme soient stabilisés, que le tarif de ces droits soit entériné. Tout ça, ça a mis un peu de temps. Ensuite, il y a eu une grosse période de construction. Là aussi, des infrastructures, il faut construire. Il y a un cadre régulatoire, donc le régulateur amène aussi une part de sécurité, mais aussi une part de risque quand son avis évolue et quand on doit subir la prise en compte du nouveau cadre régulatoire. Donc tout ça fait partie des risques. Évidemment, il y a une partie risque de commercialisation. Alors, bien sûr, on pense que la technologie apporte plus de services aujourd'hui que ce qu'il y a avant, que le cuivre. Pour autant, aujourd'hui, on constate encore qu'on a une petite asymptote de commercialisation qui est autour des 60-65% du réseau déployé. Ce qui n'est pas suffisant à date pour assurer la totale pérennité des infrastructures. Donc il faut aller au bout, il faut fermer le cuivre, il faut réussir à faire une couverture suffisamment complète et éventuellement apporter d'autres technologies à ceux qui pourront peut-être pas le petit pourcentage qui pourrait peut-être pas être couvert directement par la fibre, mais tout ça est encore à boucler et il faut aller jusqu'au bout pour que vraiment on puisse dire qu'on a atteint l'objectif à 100%. Et je dois dire que de ce point de vue-là, tous les acteurs, alors les opérateurs d'infrastructures, les opérateurs commerciaux, le régulateur, l'État qui a quand même fortement soutenu, les collectivités territoriales qui se sont organisées, et on y reviendra plus tard, pour être en capacité de traiter ce projet, parce que s'il avait fallu aller voir chaque communauté de communes pour définir un projet, ça aurait été compliqué. Donc tout ça a été très bien organisé et c'est quand même assez exemplaire. Et d'ailleurs, je pense que vous essayez de vendre ce modèle-là ailleurs, dans d'autres pays, pour promouvoir cette dynamique de couverture d'un territoire complet, aussi complexe que celui de la France métropolitaine et des territoires d'outre-mer. Donc on a compris qu'on a beaucoup parlé du modèle concessif, du modèle contractuel concessif. Peut-être qu'il y a d'autres modèles qui sont mis en œuvre également par les autorités concédantes. Donc les autorités en tout cas compétentes. Je vais me tourner vers Audrey Morel. Peut-être que tu peux nous éclairer sur les modèles mis en œuvre. Est-ce que parfois les projets sont mis en œuvre par d'autres modèles ? Est-ce que certains projets sont mis en œuvre en régie ? Donc voilà, la question c'est sous quelle forme sous quelle forme contractuelle les projets se réalisent. Merci Jean-Baptiste. Alors, c'est vrai que là, du coup, on a beaucoup parlé de RIP 1G, de RIP 2G, et en fait, on voit que l'évolution des montages contractuels dépend maintenant beaucoup de plusieurs facteurs qui sont liés à l'apparition de nouvelles technologies, à l'apparition de nouveaux besoins, d'un modèle économique qui, du coup, pour certains réseaux, n'est pas régulé. Et qui répond surtout à un changement de positionnement des collectivités qui, du coup, dans le cadre du plan, notamment France THD, se sont positionnés comme des aménageurs, des opérateurs d'opérateurs,
et qui, petit à petit, ont pris une casquette différente en se plaçant comme des opérateurs à part entière, donc des opérateurs publics, en prenant conscience que le numérique, via d'autres technologies, pouvait répondre à des besoins des acteurs publics et privés, et ont pris le parti donc, de déployer des nouvelles infrastructures, donc de technologies différentes. On parlait de l'IoT, donc il y a effectivement depuis quelques années, on entend beaucoup parler de réseau LoRa, de plus en plus de 5G privé, en partant du principe que ces technologies, quand elles étaient déployées, pouvaient directement permettre aux clients finaux, qui sont les collectivités, encore une fois, ou les délégataires, ou les entreprises de territoire, de faire des économies d'énergie, de bénéficier de nouveaux services, de vidéoprotection notamment, des campagnes d'éclairage intelligent. Sauf que quand on parle de ça, du coup, on ne se place plus du tout sous le même prisme que les réseaux FTTH, que les RIP 1G. On parle de réseaux qui ont vocation derrière à fournir une offre de connectivité directement aux clients finaux. Et du coup, en fait, depuis quelques années, je dirais depuis 2022, à l'époque où on a beaucoup parlé, comme on disait tout à l'heure, de Smart City et autres, on a vu toute une évolution effectivement des montages contractuels avec plusieurs questions qui se posaient initialement. Est-ce que l'infrastructure, est-ce que le RIP que j'ai sur mon territoire peut me permettre d'offrir ces nouveaux services, de répondre à ces nouveaux besoins? La réponse a été positive pour certains territoires, soit parce que les modèles contractuels prévoyaient ab initio une possibilité d'évolution des catalogues de services, soit parce que d'un point de vue économique, effectivement, les contrats pouvaient évoluer naturellement en intégrant du coup d'autres typologies de réseaux. Mais globalement, en fait, on a surtout vu une volonté des acteurs publics, clairement, de se positionner différemment et de prendre ce parti, pour certains, de monter des projets uniquement basés sur le déploiement d'infrastructures IoT, d'infrastructures LoRa à l'échelle métropolitaine ou départementale. Mais par contre, derrière, avec un revenu, un modèle économique, pour le coup, incertain, puisque, pour le coup, il n'y avait pas de finalité toute tracée, il n'y avait pas de plan national, il y avait des usages qui dépendaient principalement de la volonté d'acteurs publics d'en bénéficier, avec des coûts qui n'étaient pas régulés, qui différaient d'un territoire à l'autre, et qui, entre guillemets, ne permettaient pas de recourir au modèle concessif lié à typiquement un risque économique trop incertain, mais aussi, surtout, lié à une volonté des acteurs publics de porter le sujet vraiment en régie, d'être vraiment garant du déploiement d'une infrastructure publique, donc d'un nouveau RIP, mais d'une autre technologie, pour garder la main sur la fourniture d'offres de connectivité adressées aux acteurs publics. Et donc ces projets-là, du coup, pendant très longtemps, ils n'ont pas eu d'autre alternative que de se déployer sous forme de marché public. Pour certains territoires, de marchés globaux de performance, avec la difficulté pour une collectivité quand même d'avoir cette casquette d'opérateur et de commercialiser une infrastructure, ce qui n'est pas le rôle de base d'une collectivité, donc de s'appuyer sur un opérateur qui du coup devait déployer des nouvelles offres de services qui n'existaient pas avant. Et aujourd'hui, en fait, c'est aussi ce qui nous amène clairement aujourd'hui à parler de ces nouveaux réseaux d'initiatives publiques, c'est qu'on voit effectivement que beaucoup de RIP 1G aujourd'hui arrivent à échéance, donc des projets qui étaient principalement gérés sous forme concessive. Et donc les collectivités, aujourd'hui, pour beaucoup, que ce soit des métropoles, des départements, doivent se dire, bon, qu'est-ce que je fais de cette infrastructure ? Il y a l'option toujours d'arrêter, de vendre le réseau, de reprendre le réseau en régie, mais encore une fois, reprendre l'exploitation d'un réseau en propre pour une collectivité, ça a un coût, ça a des responsabilités qui ne sont pas forcément maîtrisées. Et donc, du coup, ce qui se dessine de manière majoritaire au niveau national pour le renouvellement de ces RIP 1G, c'est de prendre le parti, du coup, de faire des nouveaux contrats de concession multiservices, multi-techno, en intégrant d'autres technologies pour répondre à des besoins qui sont variés, donc qui du coup dépassent la seule offre de connectivité aux entreprises, mais qui pour le coup permettent aussi de répondre aux besoins publics que j'évoquais juste avant, en déployant un réseau IoT, en déployant aussi des réseaux internes aux acteurs publics pour leur permettre d'avoir une connexion qui leur est propre, plus sécurisée. Et donc des concessions qui aujourd'hui du coup doivent obéir à un nouveau modèle économique qui n'est pas du tout régulé
qui nécessite potentiellement le déploiement de nouvelles infrastructures, alors avec des technologies qui coûtent évidemment moins cher que la fibre, mais qui doivent être amorties pour le coup, mais avec des offres de services et surtout des besoins pour lesquels on n'a pas encore un niveau de maturité, on va dire aujourd'hui, suffisamment conséquent pour avoir des modèles économiques stables. Donc ce que certaines collectivités ont pris le parti de faire pour un peu équilibrer le sujet et surtout pour requérir l'appétence des opérateurs privés, c'est de faire des contrats mixtes. Alors c'est des contrats qui sont peu connus, qui existent depuis longtemps dans le code de la commande publique, c'est pas le sujet, mais pour le coup en télécom qu'on ne connaissait pas, et qui permettent effectivement à la fois d'opérer une logique de marché public pour adresser des offres de connectivité aux acteurs publics du territoire, qui sont souvent des membres des syndicats mixtes, donc ceux qui portent les projets, et à la fois de continuer sur la même dynamique qu'elles ont connue sur les RIP, donc de commercialiser des infrastructures à des opérateurs privés ou à des acteurs publics, mais qui ne sont pas des collectivités, pour le coup, aux risques et périls des opérateurs. Donc des projets qui nécessitent des investissements moins lourds, mais qui nécessitent par contre de savoir appréhender les usages, de savoir appréhender différentes typologies d'usagers, et du coup de construire des modèles économiques un peu plus innovants qu'on connaissait et qui font appel du coup soit à des besoins d'investisseurs, soit du coup à des partenariats publics-privés un peu plus poussés. Et ce qu'on voit quand même de plus en plus émerger, puisque tous ces sujets-là, en fait, maintenant, ça fait quand même 4-5 ans qu'on les mature entre dans l'écosystème public-privé, c'est des nouveaux contrats de concession qui ne comprennent pas de RIP-ingé. Alors pour le coup, il n'y en a pas énormément encore aujourd'hui, mais on voit se développer donc des concessions de services, tout court, qui ont uniquement pour objet d'adresser des services de connectivité ou de répondre à des nouveaux usages en matière de vidéoprotection, d'éclairage public. Donc avec un risque économique un peu plus fort, mais le plus souvent avec un niveau d'investissement beaucoup moins élevé, et pour lequel alors, on attend peut-être de voir dans 2 ans effectivement si ces projets-là devront faire appel à des subventions de l'équilibre ou pas. Mais c'est une nouveauté que maintenant les collectivités, en tout cas, sont prêtes à prendre le risque, et avec une offre privée qui se dessine petit à petit. Et donc, je rebondis sur ce que tu disais. On voit qu'il y a un certain nombre de contrats qui sont encore en cours, mais qui vont avoir besoin d'être renouvelés très prochainement. Quelles sont les échéances ? Est-ce qu'on voit une multitude de contrats de concession qui arrivent là très prochainement à leur terme et qui vont avoir besoin d'être renouvelés ? Est-ce que c'est assez disparate ? Enfin, est-ce que tu as une idée un peu globale de... Je ne vais pas te dire de chiffres précis, mais non, il y a une grande vague effectivement de RIP-ingé qui arrive à leur terme, parce que beaucoup ont été déployés entre 2005 et 2015. Et je pense que Marine et David, pour le coup, ont une vision un peu plus précise que moi en termes de chiffres. Et effectivement, avec des contrats de concession qui oscillent souvent entre de 15 à 25 ans. Donc il y a une grande vague, effectivement, de renouvellement qui nécessite effectivement de se reposer, déjà pour savoir l'évolution du marché du FTTO, là pour le coup, pas du FTTH, et pour savoir quelles autres du coup, technologies, quels autres services peuvent équilibrer du coup, ces RIP-là dans le temps. Je ne sais pas si David ou Marie voulaient rebondir sur cette nouvelle vague, si vous avez des chiffres plus précis. Non, mais comme tu l'as très bien dit, il y a énormément de RIP qui se sont attribués, j'ai envie de dire, entre, je pense plutôt 2005 et 2010. 11-12, c'était vraiment les queues de comète des RIP de première génération. En général, 15 ans de durée. Donc là, on démarre le renouvellement, sachant que certains, comme... tout bon contrat de concession ont été avenantés, prolongés dans quelques années complémentaires. Quand on a un problème économique dans un réseau, enfin dans un contrat de concession, le meilleur moyen de ne pas demander de la subvention, c'est de demander de rallonger, confère les autoroutiers. De toute façon, on a tout appris d'eux. Il y en a aussi certains qui se terminent avant parce que le délégant n'est pas content du délégataire. Ça arrive, mais bon, j'en parle pas, on est censé tous bien faire notre travail. Et la plupart des RIP, et en fait la durée également d'une concession dépend de la durée qu'il faut pour amortir les actifs qui ont été investis dans la concession.
Sur le FTTH, on a une durée d'amortissement qui est beaucoup plus longue. Donc je sais que nous, la durée moyenne de nos concessions FTTH qui ont toutes été attribuées entre 2013 et 2020 ou 2021 peut-être pour les toutes dernières, ont une durée qui était en général qui se baladait entre 25 et 30 ans. En moyenne pour les concessions pures, là où on faisait les investissements nous-mêmes. Et sur les affermages, plutôt des durées entre 15 et 20 ans. Donc sur les RIP de deuxième génération, c'est pas pour tout de suite, à part si les délégants sont pas contents de leurs délégataires. Mais en tout cas, là, on a plutôt la vague. On peut dire que dans les 5 ans à venir, tous les RIP de première génération... qui arrive bientôt. Il y en a certains qui arrivent bientôt. Mais bon, c'est pour la blague, mais c'est rigolo. C'est pas des RIP, c'était des projets. Bref. Voilà. Mais en tout cas, oui, RIP de première génération, on est en plein dedans. Et ce qui donne justement l'ouverture vers les RIP, ces RIP 1G qui deviennent les RIP 3G pour embarquer des usages multiservices à l'intérieur. Merci beaucoup. Je me retourne encore vers vous, David. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les grands défis d'altitude aujourd'hui sur les 3 grands domaines, parce que vous m'avez expliqué en préparant l'événement que vous intervenez aujourd'hui sur 3 grands domaines. Et selon vous, assiste-t-on à un changement de paradigme ? Alors, dans nos grands objectifs, je vais y aller filiale par filiale. Sur Altitude Infra, le FTTH, comme ça a été dit, on a investi 5 milliards d'euros pour construire nos 5 millions de prises. On a demandé en moyenne 14% de subventions publiques. Donc c'est beaucoup d'argent privé. Donc il faut rentabiliser nos modèles et atteindre le niveau de rentabilité promis à nos actionnaires. Donc la construction, c'est fait. Donc on a un gros sujet en ce moment de renégociation des contrats de financement, parce que quand vous faites un financement avec une banque, quand il y a le risque construction, exploitation, revenu, là on a déjà effacé un risque. Donc on renégocie le contrat avec des taux sans risque construction. Ensuite, on a le remplissage des réseaux, on en a parlé, très important. Et enfin... s'assurer, tel qu'il était prévu dans le règlement de consultation, que nos revenus équilibrent bien nos coûts. Et c'est tout le sujet des discussions avec le régulateur à l'heure actuelle pour expliquer qu'on est parti d'un modèle du régulateur qui était totalement théorique, mais la vraie vie fait qu'il faut revoir ce modèle pour probablement... on restera, je pense, sur un système péréqué nationalement, mais la zone RIP aura des tarifs probablement plus élevés que les zones très denses. Sans faire trop de technique, mais c'est simple à comprendre, à partir du moment où vous avez 3 mètres de fibre à maintenir par habitant dans une zone où entre 30 et 40 mètres de fibre à maintenir par habitant, ça ne peut pas coûter le même prix d'exploitation. Voilà. Donc les différences se font là. Ensuite, sur la partie B2B, c'est un peu le même principe, vient s'ajouter tout le renouvellement des concessions de première génération, donc qui est un gros enjeu pour nous. Mais il faut aussi continuer à ouvrir à la concurrence ce marché wholesale B2B. Chez Covage, pour information, on a 150 000 entreprises qui sont raccordées via les réseaux Covage, donc au travers de différents opérateurs de services, quels qu'ils soient. Mais ça représente quand même une petite partie par rapport au gros duopole entre Orange et SFR aujourd'hui sur le monde de l'entreprise. Donc nous, on cherche à bousculer ce modèle-là. Et enfin, sur la partie des RIP de troisième génération, on cherche avec les collectivités, avec les bureaux d'études, à réinventer des modèles et pour permettre aux collectivités de récupérer une couche supplémentaire de rentabilité par rapport aux investissements qu'elles ont fait sur les RIP de première génération ou même de deuxième génération, leur dire comment peut-on faire plus avec moins. Et je crois que c'est un peu le sujet des collectivités en ce moment. D'accord, merci beaucoup.
Donc, je vais me tourner vers vous, Marie Lamoureux, pour revenir un petit peu dans les modèles financiers et les lignes de revenus, si j'ai envie de dire. Est-ce que ces nouvelles technologies et du coup la fin des RIP 1G avec, avec des nouveaux RIP, des nouveaux appels d'offres, est-ce que ça va un peu bousculer les business plans, les modèles économiques ? Est-ce que, je ne sais pas, de nouvelles technos vont apparaître, ou alors on restera sur les mêmes technos mais avec des nouvelles lignes de revenus? Voilà. Oui, ça bouleverse énormément nos modèles économiques, notre mode de fonctionnement. En fait, on passe de l'écosystème dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est totalement... pas totalement, mais qui est quand même très globalement sécurisé, en monopole, avec des revenus régulés, etc. Donc là, pour les investisseurs, c'est génial. Enfin, nous, on n'a pas de problème à trouver des investisseurs dans le FTTH. On passe de ça à un monde totalement risqué. Donc, un monde... Donc, ce qu'a dit David tout à l'heure, je ne suis pas totalement d'accord. Pour moi, il y a vraiment une génération de RIP 3G qui arrive. En fait, il y avait ces RIP 1G vraiment pas sexy, hein, le truc qui fait du DSL, après de la fibre entreprise, donc le fameux FTTO là. Mais bon, c'est hyper important pour les entreprises, mais bon, globalement, personne n'y comprend rien. Enfin, tu vois, c'est en plus en concurrence avec plein d'autres infrastructures, parce que quand l'argent coûtait pas cher, là, ils ont tous commencé à investir dans des réseaux à côté des réseaux des collectivités. Donc vraiment, on est sur un business assez risqué, un peu old school. Bon, on part de là, et après, on ajoute des trucs. Donc on ajoute des trucs, des réseaux LoRa. Alors c'est pareil, le réseau LoRa, on n'est quand même pas au summum de la sexitude, hein, quand même, c'est... on ajoute des réseaux LoRa, on ajoute du data center, on ajoute de la 5G privée, on ajoute de la couverture indoor, de la 5G publique, du câble sous-marin, de l'accès à Internet, enfin voilà. Donc ça nous donne un truc où le modèle économique de base, il est quand même assez risqué, pour les raisons que j'ai évoquées là, parce que il y a beaucoup de concurrence. Tu en as parlé tout à l'heure, vous voulez encore plus bousculer, vous avez raison, mais c'est quand même un marché qui est un peu challenging sur le modèle économique de base. Et après, on surajoute des petites couches là, qui sont super, qui vont apporter davantage d'efficacité au service public. Enfin, on se projette dans un truc où le réseau bien de retour FTTO, FTTH, il ne va pas servir juste à regarder Netflix et à apporter de la connectivité aux entreprises, mais il va servir aussi aux collectivités, aux collèges, aux lycées, à mieux gérer l'éclairage dans la rue, les tournées de déchets, l'eau, etc. Donc on valorise quand même l'infrastructure qui a été quand même massivement subventionnée par l'État et par les collectivités pour les besoins de ces collectivités. Donc c'est un super projet. Par contre, d'un point de vue investisseur, et peut-être qu'Emmanuel nous en dira plus après, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc la tranche initiale, elle est plus compliquée parce qu'elle est très concurrentielle. Et après, on a ces petites tranches en plus, là, le réseau LoRa. Alors quand même, pour vous donner une idée, un réseau LoRa, c'est quelques millions d'euros quand on parle de quelques milliards pour le réseau FTTH. Et les revenus, c'est 4 € par an. Okay, donc on est quand même sur des trucs... Il va y avoir beaucoup de capteurs quand même. Enfin, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même sur des dimensions totalement différentes d'un réseau FTTH. T'as pas l'air convaincu. Mais si, je suis complètement convaincue. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'est des projets avec des business plans assez risqués, mais au global, qui sont un peu une goutte d'eau dans le FTTH. Donc, ce qui est très intéressant en ce moment, c'est de pouvoir utiliser le socle FTTH ou le socle FTTO, ce que ces réseaux-là rapportent pour permettre aux collectivités d'aller chercher les autres usages pour lesquels elles n'auraient pas forcément les moyens d'aller investir, et en fait de créer
tu vas pas aimer ce que je vais dire, Jean-François, mais des formes finalement de subventions croisées entre les usages qui fonctionnent bien et ceux sur lesquels on a un peu plus d'incertitude, un peu plus de risques. Donc permettre aux collectivités aussi de subventionner les investissements dans ces réseaux LoRa qui sont aujourd'hui quand même assez risqués encore. Excusez-moi, est-ce que ce sont les mêmes métiers que ceux que vous faites aujourd'hui? Parce qu'il y a remise en cause du business économique, mais est-ce que finalement ces nouveaux services qui vont être développés, c'est votre cœur de métier de vos entreprises, ou est-ce que ça veut dire ouvrir la porte à de nouveaux acteurs qui vont venir porter ces activités En fait, c'est nous qui nous déplaçons de marché. Voilà, nous, on doit se transformer pour aller sur un marché où jusqu'à présent, il n'y avait pas les opérateurs comme nous, avec nos modèles qui sont hérités de notre culture télécom, donc nos modèles de partenariat public-privé très forts, de long terme, où on partage les risques, on partage les capex. Et ça, c'est le marché dans lequel on essaye d'aller à un modèle totalement différent, à un modèle où en fait les acteurs, ils interviennent plutôt au fil de l'eau. Donc nous, on doit se transformer pour que nos équipes puissent aller aussi être pertinentes sur ces nouveaux marchés et pour aussi défendre notre modèle qui n'est pas celui des acteurs qu'on vient un peu titiller. Notre but quand même, c'est qu'on a construit des réseaux avec les collectivités locales et quand on voit un intégrateur qui veut proposer une solution de capteur de vidéoprotection ou quoi que ce soit et puis qui vient vendre, retirer une fibre optique en parallèle de la première, de gâcher de l'argent public, voilà, tout ça, on essaye de lutter contre ça. Après, le multitechnologie, on n'a pas le choix parce qu'un capteur d'eau ou une station de base ou une caméra de vidéoprotection ne va pas demander le même débit de collecte. Capteur d'eau, ça va envoyer quelques octets de temps en temps. Voilà. Donc c'est pour ça que certains construisent des réseaux LoRa. On pourrait le faire aussi avec les réseaux mobiles de type 4G ou 5G. Enfin, on verra bien. Mais on aura toujours besoin, je pense, d'un mixte fixe et réseau mobile, LoRa ou autre, pour pouvoir atteindre tous les objets connectés. Et nous, en fait, on est parti vers les collectivités qui ont demandé beaucoup donc d'IoT, de capteurs. Mais on s'est dit, tiens, on est opérateur télécom, on a des centaines de nœuds de raccordement optique, on a des dizaines de milliers d'armoires, on a des centaines de milliers de PBO, on a des millions de clients. Et en fait, derrière chaque bout, on avait, nous, mis des petits engins pour superviser notre ensemble. Donc de l'IoT, on en faisait pour nous-mêmes et on supervisait déjà des dizaines de milliers d'objets. Et donc, aller faire de l'énergie, du transport, de l'eau, bon, ça ne faisait pas grande différence. Donc autant qu'on essaye de l'intégrer nous-mêmes, évidemment pour éviter que, comme je l'ai dit en introduction, des personnes qui veulent avant tout faire du génie civil s'inventent intégrateurs. Donc on comprend qu'il y aura pas mal de nouveaux services qui vont se greffer à tous ces projets de FTTH et donc potentiellement, enfin voilà, les réseaux en fait sont déjà construits, donc on n'aura plus les capex, on n'aura plus que des opex à financer, donc avec les mêmes tarifs ou des tarifs équivalents. Enfin, j'ai compris qu'il pourrait y avoir des négociations pour modifier ces tarifs-là, mais si on garde des tarifs équivalents, en fait, on va se retrouver avec des capacités de financement dégagées qui pourraient financer ces nouveaux services. Donc ça, c'est un modèle intégré au marché. Ou alors... pardon ? Non, quand on veut rééquilibrer les modèles économiques, c'est pour équilibrer l'exploitation actuelle, assurer la qualité de service, pour financer de nouveaux services. Je pense que les opérateurs ne vont pas être d'accord si on fait comme ça. D'accord, mais j'ai pas compris. Ou c'est peut-être moi qui ai mal compris la remarque, mais en fait, on a des réseaux aujourd'hui dont on cherche à équilibrer les modèles économiques pour assurer une bonne exploitation. Comme je disais, dans les concessions, on a les travaux qui ont été parfois subventionnés, parfois pas, et ensuite notre exploitation, donc nos OPEX, sont censés couvrir, enfin nos revenus sont censés couvrir nos OPEX, et entre les deux, il y a la rentabilité. Selon que vous soyez dans un projet pas du tout risqué, en monopole, FTTH, etc., vous avez en général des investisseurs à un digit, comme on dit dans notre jargon, qui veulent un retour sur investissement inférieur à 10%, et puis les projets plus risqués dont Marie a parlé, qui demandent un investissement à 15%. Mais c'est ça la frontière.
Mais ce n'est pas par les tarifs que l'on pratique sur le modèle économique de base du réseau qu'on va pouvoir dégager des marges de valeur, des marges de manœuvre pour faire plus de services. Pour faire plus de services, il faut trouver d'autres sources de revenus et que quelque part, la surexploitation d'un réseau LoRa, par exemple, sur un RIP existant, soit équilibrée par les revenus LoRa qu'on va en attendre et tous les capteurs, par exemple, que l'on va mettre derrière ça. Il faut bien scinder brique par brique, sinon notre régulateur télécom va sauter en l'air. D'accord, donc si je comprends bien, parce que moi j'imaginais que s'il n'y avait plus de CAPEX à financer et uniquement des OPEX, qu'avec les mêmes revenus, qu'on ajoute des services ou pas, on pourrait on pourrait dégager des capacités de financement supérieures. Et au lieu de se retrouver dans des cas où on a des projets subventionnés, on aurait des projets en fait, où les porteurs de projets, les SPV, devraient verser une redevance aux collectivités et alors on obtiendrait une manne financière que les collectivités, dont les collectivités pourraient s'emparer pour répondre à d'autres enjeux. C'est le cas déjà à l'heure actuelle. On a les RIP de deuxième génération. Nous, on a souvent dit que c'était des autoroutes à péage de très longue durée et les collectivités ont quand même investi dans un actif vraiment de grande valeur. Parce que le modèle du plan France Très Haut Débit fait qu'on est dans des situations de monopole. Donc sur chacun des départements, vous avez un opérateur d'infra. Ça peut être Axione, ça peut être Altitude, ça peut être d'autres. Et vous avez 4 clients, Orange, Free, Bouygues, SFR. Vous êtes dans un modèle qui est quand même relativement basique. Donc quand ça va se renouveler, la collectivité, en fonction des coûts d'exploitation du futur délégataire et du loyer qu'elle fera payer au travers de la redevance d'affermage, elle récupérera, soit elle a fait une concession, donc elle sera censée récupérer la subvention qu'elle a mis au départ, et je peux vous assurer qu'elle fera plus de revenus que ça. Donc après, on verra ce qu'elle décide d'en faire. Et sur les RIP de première génération, à l'heure actuelle, c'est plus compliqué parce que, comme l'a dit Marie, il y a beaucoup de concurrence. Donc, ce n'est pas évident d'équilibrer les modèles actuels. Alors, on ne va pas demander de la subvention à la collectivité, mais en fonction de la rentabilité, en fait, tout à l'heure, vous avez demandé comment les RIP se sont gagnés la première fois. Je vous ai dit la subvention qui a été demandée pour les travaux au démarrage. Bon, là, c'est toujours un problème de vanne publique. Et sur les projets actuels, c'est celui qui va payer le plus de redevances d'affermage, qui va accepter de payer un loyer fixe le plus haut possible, et avec une partie variable assise sur les revenus également importante. Et c'est comme ça que les choses vont se décider. Donc ça laisse un vrai bras de levier aux collectivités pour attirer de la concurrence, mais c'est quand même moins simple sur un réseau ultra concurrentiel que sont les RIP de première génération qui deviennent les RIP 3G par rapport aux RIP 2G qui sont en pur monopole. D'accord. Et donc sur les RIP 2G où potentiellement, si je comprends bien, c'est sur ces réseaux-là où on aura des mannes financières, des grosses redevances qui seront payées aux collectivités. Je vais me tourner vers Emmanuel Passy pour lui demander qu'est-ce que... on est quand même dans un contexte avec des budgets quand même très compliqués à boucler pour les autorités publiques, que ce soit l'État, mais aussi les collectivités territoriales. On l'a vu avec les différents débats en fin d'année 2024 et qui ont débordé sur le début de l'année 2025 pour l'État. Mais chez les collectivités territoriales, c'est la même chose. Comment vont les collectivités, d'après vous, vont s'emparer du sujet? Est-ce que ça va être un moyen de financer d'autres projets, de rééquilibrer leur budget? Est-ce que ça peut être aussi un moyen de répondre aux enjeux dont vous avez parlé tout à l'heure sur l'arrêt du cuivre et de financer par exemple les 10 derniers % du déploiement de la fibre? Comment les collectivités, d'après vous, vont s'emparer de ça? Comme l'a dit David, il y a différents modèles sur le renouvellement des RIP 1G avec les redevances d'affermage. Là, je dirais que c'est en train de se mettre en place. Chacun en essuie les plates. Je pense qu'on est à quoi? À moins de 5 projets qui ont été attribués aujourd'hui sur cette vague où on estime qu'il y a à peu près entre 80 et 100 projets, c'est ça, sur l'ensemble de la France, des RIP 1G.
qui arrivent en renouvellement dans les toutes prochaines années. Donc on est au début de l'établissement de ces modèles-là. Au début pour l'instant, les premiers projets, il y a beaucoup d'options. Sur tous les services qu'ils ont cités précédemment. Il y a beaucoup d'options qui vont être déclenchées plus ou moins tardivement par les collectivités en fonction de leur capacité à trouver un modèle, à assurer des services et à s'insérer dans la politique territoriale. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Sur les RIP 2G, les renouvellements, on a encore un petit peu le temps. Mais là aussi, il va y avoir des logiques de prolongation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste quand même quelques enjeux. On a des enjeux de résilience, d'adaptation au changement climatique de ces réseaux. J'ai dit ça a été construit très vite. Il y a des ajustements à faire, il y a aussi encore des investissements à faire, il faut aller jusqu'au bout. Il faut savoir que les dernières prises qu'il reste peuvent représenter un investissement qui est très important, y compris par rapport à ce qui a été fait jusque-là. Donc tout ça, il faut aller jusqu'au bout et les modèles de ces RIP 2G, des renouvellements de ces RIP 2G devront intégrer l'ensemble de ces problématiques-là. Côté Caisse des dépôts, alors déjà, si il y a toutes ces mannes financières là, soyez rassurés, si on n'a pas besoin de nous sur la suite de ces projets-là, on a plein d'autres défis à relever sur la transition énergétique, sur l'adaptation climatique. On travaille beaucoup sur les infrastructures énergétiques, les infrastructures de recharge des véhicules électriques, sur le déploiement de l'éolien, sur le déploiement d'infrastructures de production d'énergie photovoltaïque. Donc on a largement de quoi faire. Pour autant, on pense qu'il y a un vrai travail à faire pour prolonger ces infrastructures numériques. On parle beaucoup de data centers avec des chiffres qui font alors je sais pas, j'allais dire rêver, mais je suis pas sûr qu'ils fassent rêver, mais en tout cas des montants d'investissement très importants sur lesquels nous aussi on veut intervenir. Sur les infrastructures, on sera là à partir du moment où les acteurs tels qu'Action et Altitude auront trouvé des modèles qui nous permettent d'intervenir et qui sont cohérents avec notre volonté d'accompagner les territoires dans le déploiement de nouveaux services, dans leur propre efficacité de gestion et leur capacité à rendre des services aux citoyens. On sera là et on mobilisera les fonds de la Caisse des dépôts au niveau qui sera nécessaire. Mais aujourd'hui, on n'a rien de complètement établi sur ces nouveaux modèles. Merci beaucoup. Audrey, je me retourne vers toi. Donc on a parlé tout à l'heure effectivement de l'évolution des cadres contractuels actuels. Est-ce que tu peux nous partager ta vision sur notamment les façons d'intégrer cette nouvelle complexité technique qu'on peut voir sur ces nouveaux projets? Quel montage innovant tu peux voir toi dans ta pratique, et surtout comment sécuriser juridiquement justement ces nouveaux montages dans un contexte d'incertitude ou de multiplicité technologique? Comment tu vois les choses? Le point de départ, je pense, c'est un peu ce qu'il y a un effet de mode autour de ces projets. On a connu un effet de mode avec tous les projets LoRa. Maintenant, on parle de RIP 3G, Internet-Ego. Avant de lancer son projet, il faut aussi se reposer, se dire quels sont les besoins sur mon territoire, quels sont les opérateurs présents sur mon territoire, et qu'est-ce que je suis en capacité de faire, à la fois pour effectivement anticiper le plus de choses dans mon projet, pour que du coup, effectivement, il puisse être le plus évolutif dans le temps, que je ne sois pas bridé derrière par des contraintes liées à la modification des contrats, mais aussi, entre guillemets, pour ne pas me retrouver dans une posture où je fais concurrence aux opérateurs privés. Et c'est vrai que les collectivités ont un peu tendance à oublier ce prérequis, c'est-à-dire que leur fonction même, c'est pas d'aller se placer en concurrence d'un opérateur privé et de fournir un service économique, c'est d'aller un peu combler les trous dans la raquette, là où effectivement, soit il n'y a pas d'offres, soit où il y a des offres qui sont desservies de manière infructueuse. Et ça fait longtemps qu'on se posait plus la question sur les RIP, puisqu'il y avait le plan qui effectivement s'était développé avec ce constat de carence nationale qui avait été fait en 2011.
Sur les réseaux, les RIP 1G, on sait que s'il n'y a pas les RIP, entre guillemets, on est face à un duopole effectivement qui a du mal à être cassé, à pas mettre des offres de connectivité satisfaisantes. Mais c'est que du coup là, il faut rappeler quand même ce point de départ. Et donc quand on est sur des projets dont la finalité est juste de répondre à des besoins propres à des collectivités ou des besoins internes des membres d'une structure de mutualisation, il n'y a pas de débat. Mais on voit des collectivités quand même qui ont des ambitions de déployer des réseaux sur une échelle territoriale, on va dire départementale, pour offrir des offres de connectivité aussi à des entreprises, à des acteurs publics qui ne sont pas membres de leur structure, et donc clairement en fait d'exercer une activité d'opérateur. Donc ça c'est le point de départ quand même qu'il a fallu rappeler, se dire bon, ok, vous pouvez faire ça modulo quand même le fait de faire un constat carence de base. Ce qui justifie pour certaines collectivités qui ont lancé des grands marchés publics départementaux, des AMI du coup, qui ont été lancés préalablement, ce qui justifie pourquoi dans les concessions aussi des réseaux IoT ou de la 5G sont soumises à des tranches conditionnelles. Alors soit parce qu'on ne peut pas définir clairement le besoin dès le départ, mais aussi parce qu'on sait que en fonction des velléités politiques qui seront mises derrière, il y aura aussi ce besoin clairement aussi de faire ce constat de carence. Donc ça, c'est quelque chose à rappeler, c'est de dire, OK, il faut penser à tout dès le début, mais effectivement avec des échéances temporelles qui peuvent varier pour des raisons juridiques, aussi pour des raisons économiques. Hein. Ça prend du temps aussi de fédérer aussi tous les acteurs de la territoire autour d'un projet. Donc des fois, on se lance sans savoir clairement derrière si le nombre de clients qu'on va avoir, aussi tous les cas d'usage qu'on a envisagés dès le début pourront bien être déployés. Après, il y a on va dire l'incertitude du modèle économique. Alors quand on est sur un renouvellement de RIP 1G, on va dire qu'il va être potentiellement absorbé pendant quelques années par l'exploitation du RIP de base qui existait. Effectivement, comme l'a dit Marie, le coût des nouveaux réseaux est pourtant dérisoire par rapport à ces RIP-là, et donc quelque part, entre guillemets, il va y avoir un effet de vase communicant qui fait qu'on va avoir des projets très peu subventionnés. Mais après, les nouveaux projets, les nouveaux concessions de services tout court qui vont potentiellement se lancer, elles, sans reprendre en exploitation des réseaux existants, vont potentiellement devoir faire face à la nécessité, en fonction de l'évolution du marché, des besoins, des offres, au versement de subventions d'investissement, mais aussi d'exploitation. Les concessionnaires ont le droit à l'équilibre économique. Et aujourd'hui, on ne sait pas clairement si un contrat de concession full IoT ou full RMS peut derrière être à l'équilibre sur une durée de 10-15 ans. Donc ça, on va dire que l'avenir nous le dira, mais il faut être conscient de ça. Et se dire en tant que collectivité que c'est pas parce qu'on a on a beaucoup moins de besoins d'investissement par rapport au RIP 2G qu'on va échapper à toute subvention. Mais après, surtout, c'est le côté évolutif qu'il faut anticiper. Donc prévoir les clauses de revoyure qui soient suffisamment précises et explicites pour que du coup derrière les contrats puissent évoluer simplement de manière sécurisée juridiquement. Ça c'est le premier point. Et aussi parce que maintenant on est sur des offres de connectivité qui génèrent des flux de données qui vont potentiellement être gérés aussi en propre par les collectivités. Certaines qui incluent des data centers, aussi des offres d'hébergement qu'on ne voyait pas avant. Déjà, ça veut dire qu'il faut aussi inclure dans les contrats de nouveaux enjeux liés justement à la gestion de la donnée, en matière de souveraineté, en matière d'interopérabilité, de réversibilité, ce qu'on ne pensait pas en fait sur les RIP 1G ou 2G, parce qu'on était sur de l'infra pure. On n'était pas sur les mêmes besoins, on n'était pas sur des offres, sur les mêmes offres de connectivité. Et je dis ça, mais alors pour les data centers, c'est pire, parce qu'on n'exploite pas un data center comme un réseau de fibre optique. Il y a des enjeux aussi de cybersécurité. Et ça, si on n'anticipe pas tout ça dès le début, si on n'est pas conscient derrière du changement de prisme et du changement de casquette, entre guillemets, on est dans le mur. Ça veut dire que vis-à-vis des opérateurs privés, il faut avoir des nouvelles exigences en matière de tarification, de qualité de service, de souveraineté, mais aussi collectivité, être consciente des risques potentiellement qu'on va devoir porter en fonction du montage contractuel si on est sur un marché. Là, pour le coup, effectivement, il faut davantage inclure des prérequis techniques en interne et sur un modèle concessif
passer sur des opérateurs avertis. Donc on est sur des montages où il y a une grosse couche sur lesquels on bénéficie de l'existant, du passé, mais sur lesquels aussi maintenant il faut repenser différentes briques, différents prérequis juridiques, différents prérequis techniques, des incidences financières, mais à la limite c'est pas tellement le sujet, mais qui pour le coup vont avoir un impact important vis-à-vis des usagers finaux pour le coup, qui derrière engageront la responsabilité des concessionnaires ou des collectivités directement. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc, on va passer les questions à l'auditoire. Si vous avez des questions, on peut vous faire passer un micro pour que vous puissiez poser votre question à l'un de nos ou l'une de nos quatre intervenants. Oui. Merci pour vos interventions qui étaient très riches. Rapidement, est-ce qu'on a une idée de ce qui est fait à l'étranger pour avoir une analyse comparative des autres modèles qui peuvent exister ? On va déjà pouvoir faire un cocorico. Je parle sur la fibre, parce que il n'y a pas que la France, mais tous les pays qui ont opté pour des modèles de partage de l'infrastructure, etc., ont plutôt bien marché, et le déploiement de la fibre optique est maintenant derrière nous, et tous les usagers ont bien accès à un lien fibre optique minimum à 1 gigabit, etc. La particularité du modèle français, c'est quand même d'avoir séparé le territoire avec des empreintes géographiques monopolistiques pour les opérateurs d'infrastructure, et ça c'est un vrai plus. Je pense que c'est probablement un des réseaux qui en termes d'argent public aura coûté le moins cher et qui aura été déployé le plus rapidement. Ce qu'on observe malheureusement dans d'autres pays, c'est qu'on a des opérateurs historiques qui traînent des pieds parce qu'en général ils ont des réseaux DSL cuivre d'origine qui étaient plus costauds que les réseaux français. Je ne vais pas faire technique, mais leurs longueurs de cuivre sont plus courtes, donc le DSL porte plus loin, et donc la fibre donne moins de boost de débit pour le moment dans certains pays, je pense notamment à l'Angleterre ou à l'Allemagne. Et donc un opérateur qui traîne des pieds, qui ne veut pas déployer, des opérateurs assez petits qui ont tendance à faire des petits projets, et puis dès qu'ils commencent à grossir un peu, l'opérateur décide de déployer en double de leur infrastructure, et ça met tout le monde au tapis. Donc on commence à voir notamment à l'heure actuelle en Pologne, des réseaux d'initiatives publiques qui commencent à voir le jour. Par ailleurs, on a vu un grand réseau public italien qui est plutôt sur le flanc à l'heure actuelle. On a l'Allemagne qui organise ça aussi un petit peu différemment en fonction des landes. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que des régions. Ce qu'on peut dire, c'est que le modèle français est quand même unique. Et quand on a démarré cette aventure-là, la France était en queue de peloton en termes de fibre optique déployée et d'adoption à la fibre optique. Et aujourd'hui, est largement en tête, que ce soit en termes d'aboutissement du déploiement ou de pénétration. Voilà. C'est quand même un gros succès. Merci. Je précise, pour très peu d'argent public. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'auditoire ? Vous pouvez garder le micro, et ensuite Léa récupérera le micro et passera à la personne suivante. Merci beaucoup pour vos interventions, et en lien du coup avec le très peu d'argent public, j'avais une question sur votre retour d'expérience concernant les réseaux d'initiatives qu'on pourrait qualifier de privés. Je pense notamment aux AMEL et aux AMI. Et je voulais savoir dans quelle mesure ce type de réseau pouvait être poussé pour ces nouvelles générations de RIP. Le principe, en fait, si on refait l'histoire, donc j'ai expliqué tout à l'heure ce qu'était la zone AMI, c'est-à-dire définir, on va dire grosso modo, toutes les agglos de France, toutes les préfectures, laisser un monopole privé au premier opérateur qui déploie. Comme l'a dit Marie, on a chez nous un modèle de co-investissement, donc les opérateurs de services co-investissent. On a presque fait de la fibre comme dans l'immobilier, on fait du VEFA, si vous voulez un élément de comparaison. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que
on croyait tellement dans le modèle économique du FTTH avec cette situation de monopole qu'à partir du moment où des collectivités se sont dit c'est marrant, les derniers RIP qui ont été attribués, ils ne demandent pas de subvention. Donc est-ce qu'on a besoin de s'enquiquiner à faire un RIP à partir du moment où ils ne demandent pas de subvention? Alors l'intérêt quand même pour ceux qui ont voulu le faire malgré le manque de subvention, c'est de se dire à la fin de la concession, en général une trentaine d'années, on sera propriétaire de l'infra. D'autres collectivités ont dit après tout, c'est pas vraiment notre compétence. Donc au lieu de faire un RIP, on va faire un ami bis qui est devenu Lamel. Et donc nous, on a plusieurs AMEL, notamment un départemental dans les Landes ou un autre un peu plus petit en Côte d'Or. C'est un modèle économique, nous on est très contents parce que je disais tout à l'heure que les collectivités sont assises sur une mine d'or avec cet actif. Là la mine d'or c'est nous qui sommes assis dessus, donc tout va bien, on est plutôt contents. Donc voilà. Mais ce qui va vraiment faire qu'on pourra continuer à faire quels que soient les projets des formes d'amis ou d'AMEL, c'est que l'industriel soit convaincu du marché qu'il adresse. Et donc ça commence par se dire je suis en situation de monopole sur l'infra et donc je peux raisonnablement investir en me disant que jamais je ne serai enquiquiné par la concurrence, quoi. Merci. Une autre question? Merci pour votre intervention. Ma question porte sur, elle est un peu simple, mais je voulais savoir quels sont les indicateurs financiers et opérationnels que les investisseurs et aussi les créanciers regardent, des indicateurs particuliers propres à la fibre et aux infrastructures digitales. Merci. Allez. C'est assez classique, hein. Ce sont des infrastructures. Donc le premier coût, c'est le coût d'investissement. Donc c'est sûr qu'entre deux candidats, celui qui est capable d'optimiser l'investissement initial, il a une marge de manœuvre pour dégager plus de rentabilité. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, dans les premières analyses, je dirais que sur les premiers projets, on regardait les courbes de pénétration aussi, savoir ce qu'on pouvait avoir comme type de service. Alors on n'est pas rentré dans le détail, mais parce que maintenant c'est un peu derrière nous. Mais à une époque, il y avait aussi un équilibre entre de la location mensuelle et les fameux droits d'usage dont on parlait Marie et David. Puisque au tout départ, dans les années 2010-2013, on n'était pas encore bien sûr de qui viendrait en location, qui viendrait en droit d'usage. Et ça a quand même, à un moment, bouleversé un peu l'économie de ces projets, puisque très 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 schématiquement, la location mensuelle est plus intéressante financièrement, économiquement, mais le droit d'usage a le mérite de pérenniser le revenu et surtout d'avoir un gros ticket upfront qui est très intéressant en termes de trésorerie pour les opérateurs d'infrastructure. Donc ça se ressent aussi sur toute la rentabilité du projet. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Alors j'ai une question peut-être un peu provocante, mais à force d'intégrer de nouveaux usages, nouveaux services dans la concession, est-ce qu'on ne prend pas le risque sur le plan juridique que ce soit un périmètre tellement large qu'en fait on se fasse retoquer par un juge qui considère que ça ne fonctionne pas? Non, mais pour le coup, ouais, voilà. Non, mais il faut un lien. Il y a toujours un lien. On n'est pas non plus sur. On reste sur des réseaux de communication électronique qui ne répondent pas forcément aux mêmes usages, mais on reste sur des offres de connectivité. Le fait qu'elles soient différentes, qu'elles soient de technologies différentes, qu'elles répondent à des besoins différents, c'est pas ça qui crée un risque juridique. Mais effectivement, il ne faut pas trop s'éloigner, même inclure un data center dedans. Là, pour le coup, voilà, on n'est pas sur une exploitation de réseau, mais sur une offre d'hébergement quand même qui est nécessaire à l'hébergement des données qui résultent de ces réseaux. Donc, on a vu effectivement un peu de contentieux à l'époque sur des grosses concessions dans le domaine du transport notamment et autres. Là, on est quand même sur globalement une philosophie, alors soit d'aménagement du territoire,
soit globalement d'amélioration de la qualité de vie des citoyens, qui obéit sans qu'il y ait de discontinuité, je veux dire, sur la typologie de réseau et de services, quoi. Donc pour l'instant, le risque juridique, il n'existe pas de ce point de vue-là, quoi. Il y a pas mal de projets en plus dont le cahier des charges à la base prévoyait des revenus annexes. Donc à nous d'être créatifs pour les annexer. Mais comme le dit très bien Audrey, en définitive, dans notre métier jusqu'à présent, je me tourne aussi vers notre bureau d'études, on a quand même assez peu de contentieux. Et tiens, les contentieux qui existent, ils sont en général portés par qui ? Qui est-ce qui fait des recours quand il y en a peu ? Enfin, il y en a peu. J'ai dit assez peu pour pas dire zéro. Ah d'accord, ok. Il y a rarement des contentieux. En fait, en général, quand on a ces projets-là, on fait quand même les choses bien. On discute avec nos conseils juridiques. On les présente en préfecture. Et c'est plutôt là qu'on fait en sorte que ça passe la préfecture. Si ça passe la préfecture, il n'y aura pas de contentieux derrière. Et si on sent qu'au niveau de la préfecture, ça ne passera pas, la messe est dite, ou on réinvente la façon de le présenter, etc. Mais entre acteurs, non, il y a peu de contentieux. Vous avez le privilège d'avoir une infrastructure invisible, peut-être, c'est pour ça. On adorerait qu'elle soit invisible, mais vu l'état des armoires de rue, elle n'est pas tant que ça. Mais... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire ? Bonsoir. David, vous avez parlé de renégocier la dette entre période de construction et les périodes finalement de operation. Ma question, c'est surtout sur les dettes corporate, pas tout sur les dettes de project finance, de comprendre, est-ce qu'il y a un exemple d'une concession qui était première génération, où vous avez gagné finalement l'appel d'offres pour la troisième génération, et vous avez pu réussir à renégocier la dette en disant, puisque j'ai gagné un nouveau contrat, rallongez-moi la maturité de la dette initiale de première génération. C'est pas tellement comme ça qu'on fonctionne. Nous, en fait, on a plutôt de la dette projet par projet, et elle est censée s'éteindre avant la fin du projet. On a en général un tail, entre la fin de remboursement de la dette et la fin du projet de plusieurs années. Donc on n'a pas de soucis de ce type-là. Et puis ces projets-là, les nouveaux dont on parle, c'est pas du tout, comme l'a dit Marie, la même échelle. Donc on va probablement les regrouper une fois qu'on en aura gagné plusieurs pour structurer une dette globale. On a fait ça à l'époque avec la Caisse des dépôts chez nous, dans une société qui a un petit nom qui s'appelle Alto, et qui est en fait simplement l'agrégation de pas mal de petits projets d'affermage. Parce que sans reprendre les propos de Patrick Drahier à une époque, mais c'était presque plus difficile de lever 10 millions que d'en lever 100 dans ce métier-là. Et donc on a regroupé 10 sociétés qui avaient besoin de 10 millions pour lever un emprunt de 100. Voilà, mais non, on n'en est pas encore là. Et comme je le dis, on est vraiment projet par projet. Et après, la dette corporate en tant que telle, si tant est qu'on en est, se raisonne pas de la même façon, projet par projet, quoi. Merci. Alors, je crois qu'il y avait encore des questions, mais on va devoir clôturer l'intervention. On va passer au cocktail qui va se trouver derrière vous, sur la porte au fond de la salle. Vous pourrez continuer à... Je suis désolé, pourrez continuer à poser des... N'hésitez pas à poser des questions pendant le cocktail, effectivement. C'est tout l'objectif, mais... Voilà, on va devoir passer à l'étape suivante. Merci beaucoup à nos 4 intervenants d'avoir été présents. Un grand merci pour la qualité des échanges. Et merci à tous d'être venus. Et on va ouvrir la porte qui est juste là-bas où se trouve le cocktail. Merci à tous. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt.